Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Après sa visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État prendra part demain à Ouagadougou à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme, un sujet abordé lors du récent TAC 8 à Ouagadougou en juillet dernier. Nous reviendrons sur les temps forts de ce traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Hier 12 septembre, le ministère de la Sécurité et de la Protection sociale a procédé au lancement de l'opération Épervier 5 dans la commune de Yopougon, occasion pour le ministre Avagondo Diomandé de solliciter la collaboration des populations. C'était en présence de Gilbert Kone-Kafana, maire de la commune de Yopougon. Les députés argentins ont voté hier jeudi une proposition de loi pour décréter l'urgence alimentaire dans le pays, prévoyant notamment d'augmenter les allocations aux personnes les plus vulnérables. Entre-temps, des manifestants se sont mobilisés à Buenos Aires pour dénoncer les difficultés des Argentins face à la dure crise économique. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle en Arabie Saoudite. Le chef de l'État prendra part demain, 14 septembre, à Ouagadougou à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme. Une occasion pour les pays de la sous-région de mieux coordonner leurs efforts, comme l'a indiqué le TAC 8 à Ouagadougou. Michel Digré revient ici sur les temps forts de ce traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Mercredi 31 juillet 2019, cérémonie de clôture de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Pour la réussite de ce TAC 8, il aura fallu plusieurs mois de travaux préparatoires. Après le TAC 7 tenu à Yamoussoukro, le comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du TAC s'est réuni 3 fois. La dernière rencontre remonte au mois de mai à Bobo-Dioulasso. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a donné les enjeux de ces travaux préparatoires. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte à merveille. Il ne peut en être autrement. Quand son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et son frère, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, guidés par le souci de placer la coopération entre nos deux pays à un niveau inégalé en Afrique, n'ont eu cesse de multiplier les initiatives et les rencontres bilatérales pour donner les orientations susceptibles de consolider chaque jour davantage l'intégration de notre espace communautaire par le développement de notre coopération bilatérale. Les 27 et 28 juillet, les experts des deux pays sont en conclave pour évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées au cours du TAC 7. Le 30 juillet marque l'ouverture du Forum d'affaires ivoiro-burkinabé. Cette deuxième édition affiche ses ambitions. L'avenir de nos entreprises réside dans leur capacité à nouer des partenariats et des alliances stratégiques. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour créer de grands champions qui vont conquérir ensemble l'espace CEDEAO et ensuite le continent africain. La culture s'est aussi invitée à ce TAC 8. Les deux pays ont présenté leur riche patrimoine culturel sur plusieurs scènes. Au niveau de la communication, des accords ont été noués entre les médias et organes de presse de services publics des deux pays. Dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord en espérant que ce complément d'initiatives qui nous unissent permettront de renforcer davantage les relations qui existent fort heureusement entre nos deux pays. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons affaire à des médias de service public qui ont conscience du rôle important qu'ils jouent dans la construction de nos opinions, dans l'éducation de nos opinions et qui savent également qu'il est important aujourd'hui, de par la complémentarité entre nos deux peuples-là, de travailler à une synergie et à renforcer leur capacité au service de nos nations. Ce même 30 juillet se tient le Conseil conjoint de gouvernement. Au-delà des chantiers socio-économiques qui animent les débats, les questions sécuritaires seront également inscrites au cœur des travaux. La lutte contre le terrorisme est un combat qui interpelle nos deux gouvernements.
C'est pourquoi je voudrais me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour du TAC 8 de cette importante question. Permettez-moi de saluer le courage du peuple burkinabé et la sagesse de ses dirigeants qui permettent à votre pays, face aux multiples attaques terroristes, de se tenir debout. En début d'après-midi, le président Alassane Ouattara arrive à Ouagadougou. Le lendemain 31 juillet, il préside avec son homologue burkinabé la conférence au sommet des chefs d'État. S'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du mont Peko. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Concernant les difficultés relatives à la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, le président burkinabé Marc Roch-Kaboré donne des explications. Les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambao. Pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté, maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. La cérémonie de clôture a été marquée par les signatures de 3 accords dans les domaines de la coopération transfrontalière, des mines et géologie et de la protection des enfants. Plusieurs importantes décisions ont été également arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du mont Peko, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mont Peko. À la faveur de ce TAC 8, le chef de l'État Alassane Ouattara a été élevé au rang de Grand Croix de l'Étalon. À sa suite, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été élevé au rang d'officier de l'Étalon et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, au rang de commandeur de l'Étalon. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. On revient ici en Côte d'Ivoire. Pour cette rentrée des classes 2019-2020, Kandia Camara a lancé officiellement hier jeudi la distribution de kits scolaires à Bingerville. Selon la ministre de l'Éducation nationale, ce sont plus de 3 millions de kits et manuels scolaires qui seront distribués partout en Côte d'Ivoire pour un coût total de 10 milliards de francs CFA. Les précisions de Sephora Zegui. Groupe scolaire Gbagba Sud, commune de Bingerville. C'est le démarrage de la distribution de kits et manuels scolaires. 10 milliards de francs CFA pour 3 257 650 kits et manuels scolaires qui seront distribués dans les établissements publics du pays. Un soulagement selon les parents d'élèves. Nous voyons que la plupart des parents ont vraiment des problèmes pour faire face aux dépenses scolaires. C'est une joie de savoir que le gouvernement fait les efforts pour que tous les enfants soient logés à la même enseigne. Satisfaction aussi pour les élèves, heureux bénéficiaires du jour. Nous disons merci à la ministre. Nous nous promettons de bons résultats en fin d'année. Partenaire de l'école ivoirienne, l'UNICEF s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien. Pour la représentante adjointe de l'institution, l'éducation est la base de tout développement.
À la communauté éducative, aux enseignants, aux parents d'élèves et élèves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle assure qu'elle veillera à ce que l'année scolaire soit une réussite. Elle met cependant en garde les enseignants véreux quant à la vente des kits et manuels scolaires entièrement gratuits. Je voudrais faire maintenant une mise au point qui peut paraître superflue, mais qui vaut son pesant d'or. Les kits qui vous seront distribués sont totalement gratuits, car c'est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants. Que dis-je, de nos enfants. Ne vous laissez pas gruger par ceux qui voudront vous vendre ces kits. Mieux, je vous demande de signaler ces faussaires à nos services compétents afin qu'ils soient châtiés en conséquence. Toutes les écoles primaires et les 2 établissements du secondaire de Bingerville ont reçu 19 500 kits et manuels scolaires, 300 tables bancs, des ordinateurs, des équipements de bureau, du matériel de sport, entre autres, d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Les 41 directions régionales bénéficieront également de cette opération. L'épervier reprend son envol pour la 5e fois. Épervier 5 est en marche. L'opération se déploie à Yopougon. Le top départ a été donné hier jeudi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en présence du maire de la commune. Allons-y à Yopougon où nous attendent Ahmed Traoré et Grace Kando. C'est parti pour la 5e édition de l'opération Épervier. Cette initiative vise à mener des opérations d'envergure afin de lutter efficacement contre le grand banditisme avec la particularité de sécuriser l'année scolaire. Pour cette 5e édition, le lancement de l'opération s'est tenu dans la commune de Yopougon. La sécurité de nos communes, de nos villes, a besoin d'actions certes permanentes, mais de fois des actions ponctuelles comme celle-ci permettent effectivement d'envoyer un grand signal. Et je voudrais féliciter le ministre de la Sécurité pour avoir lancé cette 5e opération. C'est la plus belle commune. Le général Youssouf Kouyaté profite de l'occasion pour demander à la population d'aider la police nationale par des informations permettant de traquer les bandits. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile situe les enjeux de l'opération. L'opération Épervier est une technique de maillage des zones criminogènes de nos villes et quartiers en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Ces opérations se poursuivront avec détermination pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels qui veulent perturber la quiétude des populations ivoiriennes. Population de Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à vous protéger de toutes les menaces de sécurité intérieure. À la fin de la cérémonie, une patrouille des forces de défense et de sécurité qui compose l'opération Épervier 5 a sillonné la commune de Yopougon. 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est un projet exécuté dans 39 pays du continent et l'équipe pays a été installée hier dans les locaux du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ici en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme numérique à travers laquelle les femmes auront accès à l'information non financière, l'information financière et aux opportunités d'emploi. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Banque africaine de développement BAD travaillent depuis 2017 sur le projet de création d'une plateforme technologique dénommée « 50 millions de femmes africaines ont la parole ». Il s'agit de permettre aux femmes d'avoir accès à l'information financière et non financière, ainsi qu'aux opportunités d'emploi et de partenariat. Cela dans le but de développer des compétences afin de démultiplier les opportunités d'auto-emploi en faveur des femmes. Accès au financement, réduction de la mobilité physique, donc pouvoir avoir la capacité de pouvoir se connecter avec des personnes, quel que soit leur lieu de résidence, à travers cette plateforme, accès à la formation, à l'acquisition de compétences, et puis donc c'est un outil qui va nous donner de l'information sur nos droits, sur nos devoirs, et aussi donc qui va nous accompagner dans notre processus d'autonomisation. Mis en œuvre dans 39 pays d'Afrique pour une durée de 3 ans, le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole
passe bientôt à sa phase active en Côte d'Ivoire. L'installation de l'équipe pays, composée de 14 représentants de structures étatiques et non étatiques, marque ainsi le lancement officiel des activités. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant exhorte les membres de l'équipe pays à un engagement réel pour la réussite du projet. L'équipe pays qui a pour rôle de concevoir un plan d'action pour que les femmes sachent l'existence de la plateforme et puis sachent comment utiliser la plateforme pour optimiser leurs activités. Il faut mobiliser les femmes entrepreneurs par le mentorat pour leur inscription et l'exploitation de la plateforme. L'objectif, c'est d'accélérer le processus d'autonomisation de la femme. Donc, ce programme vient à point nommé pour accompagner donc, la politique du gouvernement. En Côte d'Ivoire, la contribution des femmes au secteur vital de l'économie, notamment celui de la production alimentaire et agricole, part de 60 à 80%. Le projet « 50 millions de femmes africaines ont la parole » se veut une opportunité de valorisation de ces femmes pour leur autonomisation de façon formelle. Et on reste au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce département ministériel vient de signer une convention avec 17 associations et ONG. Et cette signature de partenariat devrait booster l'impact des actions menées dans l'objectif d'une efficacité en faveur des populations. Cette synergie d'action s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du programme social du gouvernement. On retrouve Ouattara Madou Walter. Des organisations non gouvernementales sollicitent la collaboration avec les ministères. Par une demande de partenariat, 17 d'entre elles, en raison de leur volonté de promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant, ont manifesté leur intention de collaborer avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces ONG souhaitent non seulement fonder ce partenariat sur des apprentissages mutuels, mais également afficher leur volonté d'appuyer les efforts du ministère à la mise en œuvre de son plan d'action. C'est à cet effet que la direction de la réglementation du contentieux et de la coopération du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient de signer une convention de partenariat avec ces ONG légalement constituées. Elles ont été choisies sur la base de leur capacité institutionnelle et de leur bonne réputation. La matérialisation de notre partenariat à travers ces conventions constitue, à n'en point douter, une précieuse avancée dans nos rapports quotidiens et doit bien sûr constituer pour tous un encouragement à redoubler d'efforts pour nous montrer dignes des aspirations de nos populations. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ne ménagera jamais d'efforts pour vous accompagner et vous apporter l'appui nécessaire dans la réalisation de vos missions. Pour le porte-parole de ces 17 ONG choisies, c'est un nouveau départ qui les incite à mieux faire afin de mériter la confiance du ministère. Nous venons d'avoir une feuille de route, c'est comme si quelque part nous venons d'avoir notre agrément pour être véritablement utile à nos missions que nous nous sommes assignés et pour être utile à la population et à cette couche même qui entend d'être vraiment soutenue. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant place beaucoup d'espoir en ce partenariat formalisé pour soutenir le programme social du gouvernement PSGouv. Tuta absoluta ou encore la mineuse de la tomate. C'est un insecte qui détruit les champs. Il a fait son apparition en Côte d'Ivoire il y a un peu plus de 10 ans, détruisant en 2016 entre 80% et 100% des champs de tomates des producteurs de Djebonois. Il faut pallier la situation et le CNRA a sa petite idée qu'elle met en œuvre. On en sait plus avec Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Classée parmi les premières zones de production de tomates en Côte d'Ivoire, la localité de Djebonois est confrontée à l'apparition d'un ravageur, la Tuta absoluta ou la mineuse de tomates. Cet insecte ravage 80 à 100% des champs. Il s'agit d'un insecte qui était confiné en Amérique latine et depuis un certain temps, en 2006, cet insecte a migré en Europe. En 2008, il est rentré en Afrique du Nord, puis arrivé en Afrique subsaharienne en 2012. Il a fallu attendre 2016 pour que cet insecte-là ravage près de 100% des parcelles à Djebonois.
Les paysans ont constaté les dégâts. Les paysans ont pratiqué tous les traitements nécessaires à leur niveau. Ils n'ont pas pu éradiquer l'insecte. Pour faire face à ce ravageur de légumes, le Centre national de recherche agronomique CNRA a mis en place le projet Optinet Côte d'Ivoire 2018. Comment on peut combattre cet insecte en n'employant pas un excès de produits chimiques et qui peut toujours permettre donc aux producteurs d'avoir des produits plus sains. Le projet Optinet Côte d'Ivoire a aussi pour mission de produire du maraîcher sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Souvent, les agriculteurs ne connaissent que les traitements chimiques pour protéger leur culture et notre objectif, c'est de montrer qu'il existe d'autres méthodes, des méthodes alternatives. On doit travailler aussi avec les producteurs, donc ça, on fait une première phase en station. La phase suivante sera de travailler avec les agriculteurs pour trouver ensemble les meilleurs compromis. Un an après la mise en œuvre, les différents acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan. Les résultats préliminaires que nous avons aussi vont dans le sens que nous souhaitons. Donc il reste à confirmer ces résultats en année 2 et en année 3. Les producteurs du vivrier n'attendent que les résultats de ces recherches soient mis à leur disposition pour une production de qualité et de quantité. Nous voulons aussi partir vers la production bio pour la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les effets de tout absoluta, les producteurs utilisent n'importe quel produit pour traiter les champs. Donc ce qui veut dire que les gens même utilisent des produits de coton. Le projet Optinet Côte d'Ivoire est piloté par le CNRA avec la collaboration des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Nangui Abrogwa, le CIRAD et un institut de recherche sénégalais. Le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. Venons-en maintenant à la révision du Code de l'environnement. Dans le cadre de cette révision, une session a été organisée hier par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Réunion au cours de laquelle il s'est agi de mettre en conformité les lois avec les exigences nationales et internationales du droit en termes d'environnement. Jean-Marc Djadji, reportage. La Constitution de novembre 2016 proclame l'engagement de l'État à préserver le climat et un environnement sain pour les générations futures. Une volonté gouvernementale qui se traduit par une réunion de pilotage du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la révision du Code de l'environnement. Objectif, adapter la loi du 3 octobre 1996 aux exigences nationales et internationales du droit de l'environnement et aux questions des aléas du changement climatique. Il est important de réviser la loi cadre portant Code de l'environnement. Cette loi date de 1996. Les années au passé, et comme nous le disions tantôt, au moment où on élaborait cette loi, certaines contraintes climatiques, notamment les questions de développement, certaines terminologies nouvelles ayant trait aux activités de développement n'étaient pas très bien développées, très bien connues, notamment les questions de développement durable, les questions de réchauffement climatique. La mise en place d'un jury et d'un appel à candidature pour un consultant juridique sont au centre des réflexions. La réunion de pilotage est la continuité du lancement du processus de révision du Code de l'environnement entamé depuis le 25 octobre 2018. On va parler à présent coopération. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui se renforce de plus en plus. Hier, à Tingrela, au nord de la Côte d'Ivoire, s'est tenue la 3e édition de la rencontre transfrontalière des autorités administratives et des élus des départements de Kaniasso au Mali et de Tingrela même. C'était en présence de notre correspondante dans la région, Amy Sissoko. Autorités ivoiriennes de Tingrela, de Kaniasso et autorités maliennes des sectes de Kolindjeba et de Kadiolo, réunies à Tingrela pour renforcer les relations de coopération administrative transfrontalière. Cette 3e rencontre vise à préserver le climat de paix et de cohabitation pacifique entre populations. Parrain de la rencontre, Siama Bamba, le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Koroko et Bobo-Dioulasso Escabo, a entretenu l'Assemblée sur différents projets frontaliers. Vous voyez, celui qui est à ma gauche, qui est Sogoba, on s'est juste vu une seule fois, et voilà aujourd'hui la 2e fois. C'est comme si on s'était vu, je n'ai même pas dit, c'est comme si on avait eu le même parcours scolaire et professionnel. C'est ça. Ça veut dire que nous retrouvons l'identité antérieure avant justement la démarcation des lignes frontalières. Le rapprochement des acteurs, des autorités, des élus et des populations fait que les questions sont traitées dans un contexte moins conflictuel. Ça amène les populations
à une certaine compréhension du voisinage, à une certaine compréhension de la frontière et par conséquent à s'accepter mutuellement. Pendant 3 jours, les acteurs se pencheront entre autres sur la prévention des conflits, la gestion concertée des questions de frontières, l'accélération du processus de délivrance des cartes d'identité de la CEDEAO, l'une des recommandations de la 2e rencontre, ainsi que le renforcement de la sécurité. L'un des moyens pour combattre le terrorisme, c'est d'abord les échanges d'informations entre les populations de part et d'autre des frontières qui servent de porte d'entrée à ces personnes. Et donc si aujourd'hui nos différentes réunions peuvent assurer qu'on puisse aisément échanger des informations, ça peut juste augmenter notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire et le Mali partagent une frontière terrestre longue d'environ 532 km, soit plus de 17% de la frontière ivoirienne. Les réflexions devront aboutir à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'était donc la 3e rencontre transfrontalière des autorités et des élus des départements de Kaniasso et Tingrela en Côte d'Ivoire et des 2 autres départements du Mali. La lutte contre le sida en Côte d'Ivoire s'accentue. Les Chinois résidant dans le pays s'y mettent en apportant leur soutien au gouvernement. L'association qui les réunit vient de faire un don de 10 millions de francs CFA au Fonds national de lutte contre le sida pour l'accompagner dans ses actions. C'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, et de nos reporters Hermance Zirignon et Eugène Atoubé. 500 enfants vivant avec le VIH-Sida dans 13 localités de la Côte d'Ivoire et les personnes vivant avec cette pandémie sont les heureux bénéficiaires du don de l'association des Chinois résidant en Côte d'Ivoire. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution de cette association au combat que mène le gouvernement à travers le Fonds national de lutte contre le sida, FNLS, pour améliorer la qualité de vie des personnes infectées. Attachant toujours une grande importance à la prévention et au contrôle du sida, le gouvernement chinois prend en charge activement des patients atteints du sida avec la mobilisation des forces sociales. La Chine soutient les pays africains, la Côte d'Ivoire entre autres, dans la lutte contre le sida et a enregistré des résultats palpables dans la coopération sino-africaine dans ce domaine. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a traduit aux donateurs la gratitude du gouvernement et relevé la marque de bienveillance et de solidarité des ressortissants de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Acte qui, selon Eugène Akawele, témoigne de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine dans le domaine de la santé. Le VIH-Sida est hélas une réalité en Côte d'Ivoire. La lutte contre cette pandémie reste au cœur des préoccupations de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, dont les efforts inlassables et continus visent à réduire chaque jour un peu plus l'incidence et l'impact du VIH-Sida sur nos populations. 17 000 cas de personnes infectées du VIH-Sida chaque année sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Plus de 400 000 enfants orphelins et vulnérables du VIH-Sida sont recensés. L'État de Côte d'Ivoire, appuyé par les partenaires économiques, poursuit son engagement pour la lutte contre cette pandémie et la transmission mère-enfant du VIH. Nous allons refermer ce journal avec l'actualité internationale. C'est en bref et en images. En Algérie, l'opposant Karim Tabou a été placé en détention provisoire. L'un de ses avocats l'a annoncé hier jeudi. Cette figure du mouvement de contestation qui dure depuis 7 mois et a poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika au départ a été inculpé d'atteinte au moral de l'armée. L'arrestation de Karim Tabou a provoqué une véritable vague d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux algériens. Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants en Afrique du Sud. Des bus ont été mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays avec la collaboration et la coopération de l'Organisation internationale pour les migrations. Après les violences de la semaine dernière qui ont fait 12 morts, en majorité des nationaux, ces ressortissants étrangers ont perdu leur toit ou fui leur quartier. Réfugiés dans des halls aménagés par la ville, ils ont préféré rentrer plutôt que de devoir
tout reconstruire. Et puis, les députés argentins ont voté hier jeudi une proposition de loi pour décréter l'urgence alimentaire dans le pays, prévoyant notamment d'augmenter les allocations aux personnes les plus vulnérables. Entre-temps, des manifestants se sont mobilisés à Buenos Aires pour dénoncer les difficultés des Argentins face à la dure crise économique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes en régie et à la rédaction. Merci de votre confiance et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.